Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sorti du tableau de Mendeleïev et on va arriver vers les plantes adaptogènes parce que c'est le sujet que j'ai choisi, parce qu'on se perd un petit peu dans les plantes adaptogènes et souvent, en fait, on prend des plantes adaptogènes tous les jours. Chaque fois qu'on mange du chocolat, chaque fois qu'on boit du café, chaque fois qu'on boit de l'alcool, éventuellement, pour se désinhiber, on prend une plante adaptogène. En introduction, je voulais surtout dire qu'il n'y a pas de mauvaises plantes, et il n'y a que des plantes qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que c'est nos amis, les plantes. Il n'y a pas de mauvaises gens, il n'y a que les gens qu'on ne connaît pas. Et je pense, je souhaite et je suis sûr que dans l'avenir, on va avancer dans la connaissance des plantes beaucoup plus et on va pouvoir se traiter d'une façon plus cohérente en fonction de ce dont on a besoin. Mon grand-père, c'est lui qui m'a appris les plantes et les champignons tout à fait au début, me disait, tu sais petit, parce que tous les soirs à 17h, mon grand-père, il était pépiniériste, mais il recevait des gens pour les soigner avec des plantes. Alors il se lavait avec un gant, il se mettait de l'autre Cologne de Saint-Michel, et puis il allait c'est les gens qui arrivaient à la maison, et il avait des plantes, et il soignait les gens avec des plantes. Et il me disait, petit, tu sais, chaque fois que tu as quelqu'un qui est malade ou que tu es malade, tu regardes autour de toi. S'il y a une plante qui est en fleur, s'il y a une plante qui te parle, à ce moment-là, c'est la bonne plante. Et tu peux donner cette plante fraîche, par exemple le plantain que tu es en train de fouler à tes pieds, pour traiter l'allergie ou les orties qui viennent de te piquer, etc., etc. Il prenait de la kélidoine, et pour lui et pour les autres, et en fait, il prenait juste le pollen de la kélidoine, et c'est un remède extraordinaire pour les allergies aux graminées au moment où la kélidoine est en plante, est en fleur au mois de mai. Donc, voilà nos amis les plantes, les adaptogènes comme on a prévu. Alors, dans les adaptogènes, il faut savoir que nous sommes très en regard, elles nous regardent, les plantes, par rapport à des carences. Alors l'alfalfa, surtout, l'alfalfa, c'est une avoine sauvage. Si vous la faites germer, et en fait, une fois qu'elle est germée, l'alfalfa, elle va avoir une capacité de 10 fois plus de principes actifs, de vitamines, etc., que si à partir d'une plante qui est d'une graine qui n'est pas germée. Donc l'alfalfa est très, très intéressante pour des carences en vitamine B essentiellement. Le moringa, il y a tout qui est mangeable dans le moringa, et c'est tout à fait étonnant de voir cette plante qui ressemble à une espèce de cactus où tout est comestible dans le moringa. Vous avez le chocolat, parce que le chocolat contient de la théobromine. C'est un peu triché ce que je suis en train de dire sur les carences, parce qu'il y a de la théobromine dans le chocolat qui va avoir une action beaucoup moins excitante que le café, mais quand même en profondeur suffisamment intéressante. Mais le chocolat est une source très étonnante de magnésium. Derrière, une fois que vous avez dépassé vos carences, vous avez les toniques, mais les toniques qu'on peut retrouver de partout. Le café, le cola, le coca, le maté, le guarana, le ginseng, l'éleutérocoque. Mais vous savez qu'en fait, l'industrie pharmaceutique et puis l'industrie en général va nous faire acheter du ginseng fort cher, sachant que très souvent les Chinois trichent et que en fait, le ginseng qu'on reçoit en France a déjà passé à l'alcool et que les ginkgosides ont été enlevés. Mais bon. Par contre, nous avons en France la berce. La berce, c'est quand même Heraclium. Heraclium, c'est 2 fois Hercule en fait. 2 fois Hercule, ça veut dire que c'est quand même la plante d'Hercule. C'est la plante qui va avoir une fonction tonique importante, et elle commence à sortir de terre et bientôt vous faire des salades ou des beignets avec l'inflorescence de la berce. La tige peut être râpée et servir en confite comme un fruit confit. Mais en fait, c'est un tonique très puissant. Alors, on va toujours chercher ailleurs des choses qu'on a ici, mais la berce, qui soi-disant est interdite à la vente en France, ce qui est une bêtise, parce que la grande berce est tout à fait comestible et sans souci, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, mais il y a eu quelques mauvais ramasseurs qui ont
confondu la berce du Caucase, qui est essentiellement allergique par voie externe et qui donne des pustules et qui vraiment est pas agréable à contacter, mais par voie externe. Et du coup, ben, en fait, les législateurs ont dit que la berce était interdite. Moi, je pense que c'est plus pour des notions d'argent que des notions vraiment de toxicité, parce que des gens qui se sont frottés à la berce du Caucase, il doit quand même pas y en avoir beaucoup en France, même si c'est une plante invasive, et j'y viendrai dans ma conclusion. Vous avez dans les plantes, bien sûr, adaptogènes, le tilleul, la valériane, la lavande, le chanvre indien, la fleur d'oranger. Alors là, il y a des choses qui peuvent commencer à être intéressantes parce qu'il faut savoir qu'en pharmacodynamie, tous les hommes, enfin tous les humains, peuvent avoir deux sortes de récepteurs. On a tous des récepteurs qu'on va qualifier de récepteurs plutôt chat et des récepteurs plutôt cheval ou chien. En fait, le chat, il réagit à l'envers. C'est-à-dire que si vous donnez du tilleul à un chat, ça va l'énerver. Si vous donnez de la valériane à un chat, en plus de ça que les principes actifs de la valériane correspondent à des hormones de la chatte, et ça va l'énerver encore plus. Et on va avoir donc deux sortes de personnes en pharmacodynamie qui vont fonctionner d'une façon différente, même avec le chanvre indien, où normalement c'est une plante plutôt calmante, et qui est une plante qui va permettre la méditation, qui va permettre de tranquillement passer du temps à pas faire grand-chose, mais chez certaines personnes, au contraire, le chanvre indien va avoir un côté tonique, excitant, et voire devenir agressif. Vous avez la lavande, par exemple, qui est un excellent produit calmant, gentil, en huile essentielle sur un oreiller, c'est toujours intéressant. Dans le cadre de la fleur d'oranger, vous avez également le néroli, tous ces extraits de plantes qui viennent des citrus, le néroli, la fleur d'oranger, le bigaradier, vont être des plantes qui seront des plantes calmantes à prendre le soir dans la tisane. Après, vous avez les plantes qui sont des plantes psychoactives, des psychodyslectiques qu'on appelle. En fait, ça veut dire que ça prend le cerveau et ça le met à l'envers. Dans ce cadre-là, ou une modification intéressante des états de conscience. Je peux vous conseiller un livre qui s'appelle Jaune de Chrome, d'Aldous Huxley, il a tout essayé, lui. Et en fait, dans Jaune de Chrome, il explique toutes ces expériences psychodysleptiques qu'il a pu avoir avec toutes les drogues qu'il pouvait essayer à l'époque. Le péyolte est connu. Il y a la psilocybine qui va avoir un effet complètement dysleptique pour voir des choses qu'on pourrait ne pas voir. Vous avez l'absinthe, et j'ai également oublié la manite du mouche, qui va avoir une action sur la vision et qui va permettre, comme l'absinthe, de voir des petits détails, de petites choses qu'on ne verrait pas autrement. C'est grâce à l'absinthe que nous avons eu droit, au début des années 2000, à tout ce qui était pointillisme et tout ce qui était les gens qui buvaient de l'absinthe voyaient les choses d'une façon très, très détaillée, et c'est pour ça que l'art a agi dessus. Quand l'absinthe a été interdite en France en 1918, à ce moment-là, les peintres n'avaient plus d'absinthe et ils ont inventé le cubisme parce qu'ils voyaient les choses en beaucoup plus grand que les impressionnistes. Alors, toutes ces plantes toxiques, la belladone, la conite, voire la camomille, si on les utilise à la bonne dose, c'est-à-dire, il y a la bryone aussi, en homéopathie, et si on les dilue en 5CH, on va avoir une action antagoniste. En fait, l'homéopathie, ça veut dire on soigne de la façon dont la plante toxique, en la diluant, donne des problèmes de fonctionnement. Donc la belladone, l'Atropa belladonna, a de l'atropine, et cette belladone va pouvoir, si vous en prenez, vous allez avoir de la fièvre, une midriase importante, et
Si on la dilue en 5CH, eh ben, ça va agir sur la fièvre, sur les sueurs, les transpirations, sur les douleurs. Et en diluant correctement la belladone, l'aconite qui, lui, si vous en prenez de la racine, l'aconite, la racine du diable, hein, si vous en prenez, vous allez croire que vous mourrez de froid. Et la belladone, vous croyez que vous mourrez de soif. Mais en fait, si vous pensez que vous avez froid, donc ça veut dire si vous avez trop de température, l'aconite va faire baisser la température. Et la camomille, qui est le médicament des enfants et des douleurs, surtout des dents, mais de l'énervement, parce qu'on se fait mal soi-même. Et à partir du moment où on commence à se faire mal soi-même, la camomille, chamomilla en 5CH, va avoir une action vraiment très intéressante. Donc, même les toxiques peuvent être également des plantes adaptogènes. Tout dépend de la dilution. Alors, dans ce que on va m'opposer, c'est-à-dire vraiment les plantes adaptogènes, nous allons avoir le millepertuis. Donc le millepertuis qui, qui est vraiment très efficace. D'ailleurs, la preuve, on a fait croire, parce que le millepertuis est aussi efficace que le Prozac, par exemple, on a fait croire que si on prenait du millepertuis, l'action des pilules allait pas marcher. Et qu'il y a eu peut-être un cas sur 100 000 d'une personne qui avait pris du millepertuis et qui est tombée enceinte. Moi, je crois que cette personne était plutôt déséquilibrée et qu'elle avait oublié sa pilule, tout simplement, et que c'est pas la faute au millepertuis qu'elle avait pris en plus qui a fait qu'elle est tombée enceinte. Je crois pas bien à cette histoire. Par contre, le millepertuis, c'est une plante qui contient de l'hypéricine et qui pousse l'été, juillet, août. C'est un concentré de soleil. Donc, ça sert à rien de donner du millepertuis l'été, il faut le donner l'hiver. Les gens, l'hiver, eh ben, ils ont froid, ils rentrent en eux, et ils ont des problèmes psychologiques, ils sortent moins. Et en ce moment-là, il faut donner le millepertuis l'hiver parce que c'est un concentré de soleil. En astrologie, quand vous avez, par exemple, Heu, bah, le Capricorne, en face le Capricorne, vous avez, le Cancer, le signe du Cancer. En face, du Verseau, vous avez le signe du Lion. Donc ça va être les gens qui sont Capricorne ou qui sont Verseau, vont être beaucoup plus sensibles aux problèmes divers et si vous leur donnez le signe astral qui correspond en face, le millepertuis va être indiqué. La contre-indication du millepertuis, c'est uniquement la photosensibilisation. Donc vraiment, essayez de ne pas donner du millepertuis l'été. D'une part, ça ne sert à rien. Et au pire, vous risquez d'avoir le millepertuis, c'est le feu. Et vous risquez d'avoir une hypersensibilisation avec des taches qui vont arriver et qui auront du mal peut-être à partir sur la peau. Bacopa monieri, c'est en médecine ayurvédique, c'est le brahmi. Le bacopa, c'est une plante de la famille des Scrophulariaceae et qui pousse dans l'eau. Autant le millepertuis, c'est du feu, autant le bacopa, c'est de l'eau. Mais bacopa a une action, c'est la plante des fakirs, c'est la plante des, des gens qui sont qui vont s'asseoir sur des tessons de verre ou qui vont marcher sur le feu. Là aussi, il y a une opposition. En fait, ça augmente la chronaxie. La chronaxie, c'est la capacité qu'on a à supporter la douleur. Donc, chaque fois qu'il y a douleur, vous pouvez donner du Bacopa monieri parce qu'en fait, ça va permettre, peut-être pas d'avoir moins mal, mais de mieux supporter, de mieux comprendre pourquoi on est en souffrance, et que cette souffrance va faire que on va être beaucoup moins efficace, au niveau du fonctionnement normal. J'aime beaucoup cette plante, peut-être parce qu'elle pousse dans l'eau, mais c'est son efficacité qui est tout à fait étonnante. L'ashwagandha, là aussi, c'est une plante qui est issue de la médecine ayurvédique. Il faut quand même savoir que, c'est, une plante de la famille des solanés. Les solanés, c'est la belladone, c'est le soleil. Donc elle va se rapprocher un peu du millepertuis, mais avec une action antagoniste. C'est-à-dire que l'ashwagandha quand même, c'est Solanum somniferum, c'est fait pour dormir. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ont des récepteurs chat et d'autres personnes qui ont des récepteurs chien ou cheval. Il faut faire attention, au début, on en prend doucement et puis on voit comment ça fonctionne.
Alors, on peut prendre ashwagandha le matin, on peut prendre ashwagandha le soir. Le soir, c'est plutôt pour dormir parce que c'est une plante effectivement comme le pavot qui va nous amener vers le sommeil. Mais aussi, ça peut être une plante vraiment adaptogène dans le sens où des gens qui vont être un petit peu mous, ça peut les renforcer dans leur vitalité. Et c'est une plante qui a vraiment des antagonismes et qui, selon la personne, peut avoir des effets vraiment complètement différents. Alors après, bien sûr, la préférée de toutes, c'est la rhodiola. La rhodiola, malheureusement, elle est victime de son succès et la rhodiola, elle pousse en France, mais il faut 7 ans pour faire une racine, un peu comme le ginseng ou comme l'arpagophytum. Donc cette rhodiola, eh ben, en fait, elle a été pillée parce qu'elle pousse dans des graviers, dans des sables, au-dessous les, en haute montagne. Et en fait, elle met très longtemps à pousser et il faut vraiment la laisser sur place. Des essais de culture ont été faits, ça marche, mais bon, il faut quand même attendre 7 ans pour avoir une racine. Et l'efficacité de la rhodiola, elle n'est pas à démontrer parce qu'elle marche très très bien. C'est vraiment un adaptogène majeur parce que ça équilibre toutes les personnes de la même façon. Et elle peut prendre, par exemple, une gélule matin, midi et soir, 5 millilitres matin, midi et soir, pour tous les effets euh, d'énervement, euh, d'alternance d'humeur. Et c'est une plante majeure qu'on a du mal à se procurer à l'heure actuelle parce que, comme en France, on a à peu près détruit tous les sites, et ben, elle venait de Sibérie, mais avec la problématique de la Russie, c'est un peu compliqué. Et nous avons du mal au laboratoire de trouver de la rhodiola bio. On a trouvé de la rhodiola au Canada, on en a acheté, mais la difficulté, même si elle est bio au départ, c'est de coordonner les organismes qui vont faire les certifications pour que notre rhodiola redevienne bio, sachant qu'elle l'était dès le début. Après, on a parlé de plantes adaptogènes, mais moi je vais vous parler de plantes adaptées. On croit qu'il y a des mauvaises herbes qui nous sont invasives. La renouée du Japon en est une. Mais la renouée du Japon, c'est quand même la plante qui contient le plus d'antioxydants et c'est une plante qui en plus est mellifère et que comme elle est en fleurs au mois d'octobre-novembre, elle va peut-être sauver nos abeilles et que c'est une plante qui agit contre la maladie de Lyme parce qu'elle diminue l'effet des borrélias et surtout elle élimine les métaux lourds. La renouée du Japon, elle pousse le plus, là où elle pousse le plus, c'est le long des autoroutes. C'est en aval des stations d'épuration. Là où la station d'épuration n'a pas pu récupérer les métaux lourds, la renouée du Japon va se régaler de les récupérer. Et c'est pareil pour nous. Il semblerait qu'il y ait une corrélation entre la maladie de Lyme et l'accumulation de métaux lourds dans notre corps. Quand vous prenez la renouée du Japon, elle élimine les métaux lourds et donc les virus et les bactéries vont avoir moins de poids sur vous. La vergerette du Canada, elle pousse partout, même il suffit d'un interstice, elle est transportée par les fourmis et on pourrait croire que c'est une plante invasive, on pourrait croire qu'elle nous attaque, mais euh, non, parce qu'en fait la vergerette du Canada, elle contient des principes actifs anti-inflammatoires et qui sont tout à fait équivalents à l'arpagophytum et la vergerette du Canada va peut-être sauver l'arpagophytum dans le désert où il est parce qu'il y en a presque plus à cause de la pression qu'on a mise sur la mode de l'arpagophytum. Il faut essayer de trouver des plantes locales. Mais si des plantes extérieures viennent chez vous, chez nous, c'est parce qu'on les accueille. Et au départ, je disais en introduction, il n'y a pas de mauvaises plantes, il n'y a que les plantes qu'on ne connaît pas, il n'y a pas de mauvaises gens, il n'y a que des plantes, des gens qu'on ne connaît pas. Et il faut laisser adapter les personnes, les plantes et nous-mêmes nous mettre euh, en symbiose avec les plantes et les gens. La conclusion, c'est l'ethnobotanique. C'est évident que on connaît pratiquement peu les plantes,
surtout de contrées étrangères, qu'on connaît peu l'utilisation des champignons, on connaît peu l'utilisation des algues, on connaît peu comment fonctionne, par exemple, même l'armoise. Artemisia vulgaris, chez nous, on l'appelle vulgaris parce que on sait, il y a tellement de sortes d'Artemisia qu'on a dit qu'elle était vulgaris. Non, l'Artemisia vulgaris, on aurait dû l'appeler euh, autrement que vulgaris. L'armoise, l'Artémis, la déesse de la beauté, peut pas être vulgaire. C'est pas possible. Et après, on a l'Artémisia annua qui vient d'Afrique. Non, Afra qui vient d'Afrique. Et on a Artémisia annua qui vient d'Asie. Et en fait, toutes ces Artémises sont dans un lieu. Nous avons ici de l'armoise locale. Il faut utiliser l'armoise locale. Ça sert à rien d'aller chercher de l'armoise annua en Asie ou de l'armoise africaine pour nous soigner, nous, et après éviter un peu les modes de choses qui viennent d'ailleurs parce qu'on croit toujours que c'est mieux et que ici, eh ben, on n'est pas trop mal. Je vous remercie, j'ai été un peu court, mais c'est normal parce que les autres fois j'étais trop long. Juste un dernier chose, j'ai oublié la spiruline. C'est évident que dans les plantes, par rapport aux carences, la spiruline, elle contient tous les acides aminés, elle contient énormément de vitamines, elle contient de la phycocyanine, et c'est aussi une plante une algue, hein, qu'on utilise à Madagascar pour aider les gens qui peuvent manger que du riz. Et j'ai visité à Madagascar une fabrique de spiruline qui permettait de supplémenter un orphelinat. Et c'est une plante qui est tout à fait, une algue qui est une plante bien sûr, et qui est tout à fait intéressante et qui peut des fois suffire pour des personnes qui sont uniquement, qui ne mangent par exemple pas de viande, donc qui peuvent manquer de certains acides aminés essentiels. Donc la spiruline, pour terminer, et l'ethnobotanique sera, à condition que les gens qui veulent faire des brevets sur les gènes des plantes ne prennent pas de l'avance sur nous et disent que le génome de la plante qu'ils ont travaillé en ethnobotanique leur appartient. Je vous remercie. Le mois prochain, je vais parler de fleurs de bac, d'élixir de fleurs. Je vais parler d'élixir de fleurs tout à fait différents que ceux qu'on peut trouver dans les 38. Je vous parlerai du laurier noble, qui est intéressant parce que le laurier, quand même, c'est intéressant. Je vous parlerai du plantain et du platane. Et peut-être d'autres, si j'ai d'autres. Peut-être le bouton d'or va être en fleurs, là, il est déjà. Et c'est un élixir qu'on peut donner pour les gens qui passent des examens. Donc, dans un mois, au mois de mai, je vous parlerai de comment faire vous-même des élixirs de fleurs, quelle est la plante qui vous convient et qu'on n'est pas obligé toujours d'aller acheter ailleurs ce qu'on trouve dans son jardin. Merci, au mois prochain.